Pauline Martin, qui est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille en histoire de l'art moderne, c'est-à-dire qu'elle s'occupe principalement du XVIIIe siècle, je crois. Et qui a fait récemment un article remarquable dans la Revue de l'Art expliquant les dernières années de Charles Perrault, place de l'Estrapade, où il s'est livré à une activité décorative extrêmement originale et extrêmement représentative aussi de ses idées et de celles des modernes à une époque où la querelle était, je crois, assez tendue. Donc je vais lui céder tout de suite la parole et elle pourra peut-être nous donner aussi quelques précisions sur ses intérêts. Voici. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis heureuse de pouvoir discuter de premières conclusions, perspectives nées d'un travail donc, sur un décor a priori connu. J'entendais certains d'entre vous mentionner ce décor comme étant effectivement fameux en son temps, aujourd'hui encore dans le cercle des amateurs, un décor sur lequel beaucoup de choses ont été dites, mais vous allez le voir, c'était vraiment une véritable enquête à partir d'un détail, comment on fait toute la compréhension historique de son iconographie, de son ambition et plus généralement de l'ambition qu'on appelle moderniste de Charles Perrault, engagé dans la querelle des anciens et des modernes. Qu'est-ce que être moderne fin XVIIe siècle? Qu'est-ce que être moderne pour Perrault, anciennement membre des bâtiments du roi? Donc, je vous ferai part de ces perspectives tout récemment ouvertes. Alors, pour discuter donc cette perspective très large, cette problématique très large, vraiment être moderne sous le règne de Louis XIV, moi je partirai donc, comme vous le savez, d'une œuvre simplement pour relayer un peu même les vertus de ce qu'on appelle aujourd'hui la micro-histoire, vraiment pas à l'encontre des grands panoramas. Il faut faire une histoire à partir d'une œuvre. Vous allez voir qu'ici ça fonctionne particulièrement. Alors une œuvre, précisément donc un décor plafonnier que plusieurs connaissent, à savoir le décor d'un cabinet commandé par Charles Perrault au début des années 1680. Un décor pour sa demeure parisienne, reste à savoir laquelle, on y reviendra. Un décor plafonnier, pour le décrire très succinctement, composé de 8 allégories des arts qui encadrent elles-mêmes, vous le voyez ici sur ce schéma, 3 panneaux au centre représentant Apollon, Mercure, Minerve et surtout un décor, ce qui est assez remarquable, un décor que Perrault lui-même a pris l'initiative de faire graver, de faire éditer quelques années plus tard, 1690, à Paris, par Gérard Edling, sous la forme d'un recueil, vous voyez ici, un recueil surtout dûment commenté, un recueil vraiment expliqué, c'est ce que précise le titre très clairement, que je relis avec vous, Le cabinet des beaux-arts. Vous noterez que l'appellation Beaux-Arts avec un trait d'union qui n'existe pas à cette époque-là est notée vraiment de manière très particulière, sans trait d'union, un petit B et un grand A, le cabinet des Beaux-Arts ou recueil d'estampes gravées d'après les tableaux d'un plafond où les Beaux-Arts sont représentés avec l'explication de ces mêmes tableaux. Donc un ouvrage aujourd'hui, je dirais, célèbre, dont on trouve plusieurs versions, même des rééditions, même des contrefaçons, plusieurs éditions, notamment la BNF, dans toute, je dirais, bibliothèque de qualité, donc qui ont assuré la postérité de cette œuvre, le haut cabinet, mais aussi de ce recueil. Néanmoins, voici un recueil qui, il faut bien le dire, et je dirais, est plus connu qu'il n'est véritablement lu. C'est le cas souvent de certains ouvrages anciens. Citons aussi toujours chez les Perrault, vous savez, son fameux parallèle des anciens et des modernes. Voici aussi typiquement l'exemple d'un ouvrage qui est
sûr vraiment dans la bouche de tout amateur des temps modernes, mais finalement qui reste très peu lu. Je dirais moi-même, avant d'avoir entamé ce travail, je n'avais pas lu, à défaut de le connaître, le parallèle des anciens et des modernes. Donc un ouvrage qui pourtant, lorsqu'on le relit, et finalement lorsqu'on le lit bien, tout simplement, et lorsqu'on le relit attentivement, un ouvrage qui contient bien plus que ce que son titre indique, donc une description, la description d'un décor. Mais voici un ouvrage qui finalement contient, je dirais, en filigrane les motivations, les deux types de motivations. Premièrement, la motivation qui amène Charles Perrault à commander lui-même un décor pour sa demeure dont il conçoit lui-même l'iconographie, et deuxièmement, les motivations aussi qui l'engagent à faire graver ce décor en 1690. Alors c'est vraiment le sujet qui va m'intéresser, hein. Pourquoi ce décor ? Pourquoi sa gravure aussi en 1690 ? Alors d'un point de vue de méthode, je préciserai que cette lecture, cette relecture des ambitions de Perrault et du cabinet de Perrault que je me propose de faire ne résulte pas simplement d'une simple, je dirais, interprétation possible de ma part, possible interprétation de l'iconographie, possible interprétation des commentaires livrés par Perrault dans son recueil, mais que cette lecture, elle résulte davantage d'un constat très concret, objectif, d'un constat rectificatif en quelque sorte, qu'il me semble possible de faire, à savoir le constat suivant: il est possible de réviser la chronologie jusqu'alors admise du décor de Perrault. Il est possible de proposer une nouvelle date d'exécution, et plus qu'un détail anecdotique d'ordre simplement temporel, chronologique, on verra que cette nouvelle datation, elle modifie en profondeur finalement la compréhension du recueil, la compréhension du décor tout entier, et plus généralement la compréhension de l'éloge de la civilisation moderne qu'opère Perrault, on le sait, non seulement dans ce décor, mais dans plusieurs autres écrits. Alors, avant toute chose, pour essayer de cerner de manière la plus juste possible l'ambition du cabinet de Perrault, il faut en rappeler l'objet aussi de la commande. Alors, première chose vraiment à noter, c'est vraiment l'aspect remarquable de la commande, l'aspect extrêmement ambitieux, on le sait, pourtant d'une commande privée, absolument pas d'une commande royale, mais d'une commande privée, à savoir la commande, je le disais, d'un décor plafonnier qui rassemble, lui, allégorie des arts, vous le voyez, la poésie, l'éloquence, la musique, lesquelles font face à, de manière très logique, la peinture, l'architecture, la sculpture, rien de très original, elle-même flanquée, ce qui porte vraiment un questionnement, on y reviendra, 6 allégories des arts, elle-même flanquée, vous voyez, de 2 allégories des sciences, l'optique et la mécanique, et qui toutes encadrent 3 panneaux figurant Apollon au centre, bien sûr l'Apollon royal, mais aussi Minerve et Mercure. Donc soit 11 panneaux au total, confiés par Perrault, je dirais à autant, donc 11 panneaux confiés non pas comme d'usage à cette époque-là à un peintre, mais 11 panneaux confiés à autant de jeunes peintres de l'Académie royale de peinture et de sculpture, à savoir 11 académiciens, recrutés chacun pour une allégorie, donc vous voyez ici les noms, donc ce qui est bien remarquable lorsqu'on sait, lorsqu'on rappelle que Versailles, exactement à la même époque, confie généralement chaque grand décor, les différents panneaux de chaque grand décor à un seul et même peintre. Et ce n'est pas tout, je dirais, à ces 11 peintres académiciens mobilisés par Perrault, c'est-à-dire recrutés et payés aussi par Perrault, différemment, de manière distincte, à ces 11 peintres s'associent finalement pour la gravure du recueil en 1690, non pas un graveur, mais à nouveau 11 artistes, 11 graveurs, certains étant aussi académiciens, soit 22 artistes au total, ce qui est colossal, 22 artistes pour un même décor, d'environ, et qui plus est un décor de taille relativement modeste, on estime environ de 8 mètres sur 3 mètres et demi, donc 22 artistes, pour la grande majorité, je le disais, d'une jeune génération, c'est vraiment un point à noter, et dont le recrutement par Perrault confirme, je dirais, l'une des premières ambitions du moderne qu'il était, à savoir, pour Perrault, il faut consacrer l'art au présent, c'est-à-dire qu'il faut consacrer l'art du temps présent, tout en soulignant la vocation presque de corps d'élite d'une institution elle aussi moderne, l'Académie royale de peinture et de sculpture. Alors,
par son ambition, les simples chiffres que j'ai nommés, que j'ai évoqués le soulignent, par son ambition, par son ampleur, le décor de Perrault donc, compte aujourd'hui parmi, je dirais, les initiatives marquantes de l'art du grand décor dans l'histoire de l'art du XVIIe siècle. C'est un point que soulignent unanimement, je dirais, les historiens de l'art attachés à cette période. Mais toutefois, je dirais, par-delà ce constat, la mise en perspective historique, donc la compréhension vraiment historique de ce décor, jusque-là, c'est présenté comme étant difficile du fait, je dirais, de deux facteurs, deux principales difficultés. La première, eh bien, c'est la disparition, jusqu'il y a peu, de la totalité des tableaux qui composent le décor, excepté un, à savoir que dans l'historiographie, jusqu'aujourd'hui, dans l'historiographie, seul un des tableaux du cabinet de Perrault sur 11 est clairement identifié. Celui-ci, l'allégorie de l'éloquence de René-Antoine Wass, aujourd'hui conservé au musée de Brest. Donc un seul tableau conservé sur 11 au total, ce qui est étonnamment peu, et au point que plusieurs historiens en sont venus, dont Antoine Schnapper, je dirais dans un ouvrage remarquable notamment sur Jouvenet, plusieurs historiens en sont venus à douter, je dirais, de l'achèvement, de l'existence concrète, de l'achèvement aussi de ce décor commandé par Perrault, pour conclure que ce décor, peut-être, n'aurait eu qu'une existence intellectuelle, qu'une existence virtuelle, notamment à travers sa gravure pour le recueil. Or, récemment, ce que je développerai tout à l'heure, il m'a été possible, en fouillant dans des catalogues de vente nouveaux, très récents et plus anciens, eh bien, de contourner cette conclusion qui s'imposait, qui n'était absolument pas aberration, qui s'imposait, mais de la contourner pour souligner qu'en réalité, il est possible de mettre à jour 4 tableaux qui perdurent de ce décor, en tout cas qui ont perduré de ce décor, bien sûr celui de Wass, mais 3 autres tableaux apparentés ou identifiés au décor. Le premier, c'est l'allégorie de la musique. J'y reviendrai, passé en vente chez Sotheby's il y a peu, en décembre 2014. Le deuxième, c'est aussi bien sûr le panneau central du décor représentant Apollon, déjà repéré par Clémentine Gustin-Gomez, mais qui était proposé jusqu'alors comme une copie, et donc non identifié au décor. Et enfin, 7 autres panneaux central du décor, figurant cette fois Minerve, passé en vente en 1929, j'y reviendrai. Donc 3 mises à jour importantes pour mon sujet, pour ma recherche, puisqu'elle faisait passer en fait de 1 à 4 le nombre de tableaux identifiés du décor, un donc passage qui autorisait, en tout cas qui m'autorisait d'admettre l'existence non pas intellectuelle, virtuelle de ce décor, simplement à travers la gravure par exemple, mais qui autorisait plutôt d'admettre l'achèvement à un moment donné du décor et même le montage de ce décor dans l'une des maisons de Perrault, restée à savoir laquelle, j'y reviendrai. Alors, première difficulté, c'était vraiment la disparition quasi intégrale des tableaux des panneaux du décor. Deuxième difficulté, posée jusqu'alors par l'analyse historique de ce décor, il s'agissait de sa datation. Et c'est là les choses, je dirais, à la fois prennent l'allure d'une véritable enquête qui j'espère sera claire. Alors je m'explique. Donc depuis les travaux d'Antoine Schnapper sur Wass, sur Jouvenet, et jusqu'aux études les plus récentes sur Perrault ou sur les artistes qui ont été recrutés pour ce cabinet, jusqu'aujourd'hui, je dirais, il a été admis que ce décor allégorique, les allégories des arts, plus les 3 panneaux, les 11 panneaux, aurait été projeté et achevé surtout entre le début de l'année 1680, et la fin, et 3 ans plus tard, la fin de l'année 1683, c'est-à-dire à une période très précise de la vie de Perrault, c'est-à-dire la période où il œuvre, on le sait, à la surintendance des bâtiments du roi en tant que premier commis de Colbert. Alors je rappelle, donc ces dates sont très importantes, et je rappelle quelles données, finalement assez logiques et à l'époque légitimes, quelles données ont été avancées pour justifier cette datation. Alors par exemple, pour le terminus postquem, c'est-à-dire la date hypothétique d'ouverture du chantier, Schnapper proposait la date de 1680 en considération effectivement de la disponibilité à Paris cette année-là, 1680, des 11 peintres académiciens recrutés pour les décors. Donc de manière très logique, Schnapper soulignait la date la plus haute
je le cite, ne peut être que 1680, car parmi les peintres qui participent à l'entreprise, Jean-Baptiste Corneille ne rentre d'Italie qu'en 1679 et Louis Boulogne dans les premiers mois de 1680. Le terminus, je dirais, postquem était établi. Pour le terminus antequem, donc la date ultime à laquelle le décor a pu être achevé, la majorité des historiens s'en tiennent à deux éléments. D'une part, la date de la mort d'un des peintres du décor, celui qui a été en charge de l'allégorie de la peinture, donc Claude Audran, décédé en 1684, et d'autre part, surtout, le contexte de résidence particulier des Perrault en ce tout début des années 1680. Alors à cette époque, en effet, et là les travaux d'Alexandre Gady l'ont bien souligné, on le sait, au tout début des années 80, 1680, à l'heure où il travaille pour à la surintendance des bâtiments, Charles Perrault habite avec son frère Claude une maison située donc rue Neuve des Petits Champs, non loin du Louvre, et comme l'a souligné, l'a rappelé, étudié Alexandre Gady, cette maison fait très précisément partie des expropriations, vous savez, conduites à partir de 1684 en vue des démolitions nécessaires à l'établissement de la place des Victoires. Donc la déduction allait de soi, lorsqu'on prend en compte ces données. Le décor allégorie du cabinet de Perrault a ouvert sans doute en 1680 et n'a pu être achevé, a dû être achevé avant la destruction, forcément, de la maison des Perrault, 1684, et ensuite l'établissement de la place des Victoires. Donc je récapitule, ce décor, suivant les hypothèses jusqu'alors admises, aurait été exécuté entre 1680 et 1683, période ultime de l'influence de Perrault au sein des bâtiments, et dans cette perspective, une conclusion a alors fait consensus quant à l'ambition idéologique du décor, à savoir que le cabinet des Beaux-Arts de Perrault serait l'une des toutes dernières initiatives artistiques de Perrault en sa qualité à la fois de contrôleur général des bâtiments du roi, aussi en qualité de membre de la petite académie, donc d'intermédiaire privilégié de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et ceci avant qu'ils ne connaissent, à la mort de Colbert, précisément en 1683, la disgrâce, la fameuse disgrâce qui devait l'éloigner définitivement de la surintendance des bâtiments. Donc vous voyez comme un contexte chronologique engage une lecture, je dirais, interprétative de l'ambition du décor, qui est finalement très logique, à savoir que dans ce contexte ciblé, les premières années de la décennie 1680, eh bien, l'éloge du roi, je dirais, qui sous-tend chacune des allégories du cabinet. On a vu le panneau d'Apollon, mais aussi vous voyez ici dans l'allégorie de la peinture et de la sculpture, qui nous montrent tous les deux personnifier les deux arts, peinture et sculpture, en train de travailler à l'effigie royale, de manière sculptée ou de manière peinte. Eh bien, dans ce raisonnement, dans cette logique associée à une chronologie, une datation précise, eh bien, l'éloge puissant du règne moderne de Louis XIV, du règne actuel de Louis XIV, prendrait tout son sens, à savoir, ce programme iconographique serait celui d'un fervent du roi, Perrault, qui a été Perran, serait celui d'un administrateur zélé, quoique peu innovant, à savoir qui exhorterait à la célébration du prince dans le sillage des grands décors de Versailles. Donc cette lecture est tout à fait, je dirais, acceptable lorsqu'on s'en tient à cette chronologie, était tout à fait logique et se défendait, tout à fait. Néanmoins, un constat, je dirais, là, qu'engage vraiment une lecture extrêmement fine de l'iconographie du recueil et aussi des textes du recueil. Un constat incite à revoir cette lecture de l'ambition du décor et avant tout même sa chronologie d'exécution. Ce constat engage l'iconographie elle-même des allégories, donc ça a été vraiment ma première démarche, essayer de le relire de manière la plus attentive possible, et les commentaires et les allégories, et finalement pour m'apercevoir qu'il n'a jamais été relevé que ces allégories toutes soigneusement définies par Perrault lui-même, ce qui est important, donc suivant la mission qu'il assumait notamment à la Petite Académie, c'est lui qui avait en charge le programme iconographique d'un certain nombre de décors, et dont ici le sien, eh bien, il n'a jamais été admis que certaines de ces allégories évoquaient des événements artistiques ou littéraires qui sont finalement postérieurs
à l'année 1683, donc des événements artistiques ou littéraires qui sont postérieurs à la destruction de sa maison, rue Neuve des Petits Champs, en 1684. Alors, je prends l'exemple des allégories, de la poésie et de la sculpture qui, toutes les deux, vous allez voir, par certains détails extrêmement, a priori anecdotiques, mais finalement très importants, eh bien, l'allégorie de la sculpture et de la poésie, toutes les deux, se réfèrent explicitement à l'histoire littéraire et artistique de l'année 1686, ce qui pose vraiment un problème de chronologie. Premier exemple, l'allégorie de la poésie, vous le voyez ici tout d'abord, donc peinte, disparue, peinte jadis par Alexandre Hubelewski, qu'on retrouvera peut-être un jour, comme l'allégorie de la musique récemment, et connue par la gravure de Pierre Lepôtre. Eh bien, la poésie, vous le voyez ici, est représentée, personnifiée, entourée d'ouvrages, de livres, au sens propre, tantôt rangés dans une bibliothèque, ici à droite, tantôt disposés au pied de la poésie, ouvrages qui tous portent très lisiblement, lorsqu'on regarde précisément la gravure, ouvrages qui tous portent lisiblement des inscriptions absolument pas laissées au hasard, mais toutes commentées par Perrault dans l'explication de son recueil et de son décor. Je laisse parler Perrault pour faire honneur aux excellents poètes de ce siècle, précise-t-il, c'est toujours le même éloge de la civilisation moderne, faire honneur aux poètes de ce siècle. Et bien pour faire honneur aux poètes modernes, on n'a pas trouvé, dit-il, d'autre moyen que de mettre leur nom sur des livres qui représentent leurs ouvrages. Or, comment s'effectue ici la sélection? Quel nom inscrire sur ces ouvrages? Eh bien, cette sélection, précise Perrault, il l'opère suivant l'argument suivant. On a seulement observé de ne point laisser voir le nom ni les ouvrages des vivants qui sont sous le rideau, vous voyez ici, donc les poètes vivants, leurs noms sont inscrits sur des ouvrages qui sont sous le rideau de la tablette que le temps doit tirer. Donc autrement dit, se figure ici dans cette allégorie de la poésie le nom de poètes certes modernes, mais néanmoins défunts récemment. Alors une manœuvre au sens propre, quel est le sens de cette manœuvre? Peut-être taire le nom des principaux rivaux de Perrault, que sont notamment Racine ou encore Boileau, j'y reviendrai, mais cette manœuvre, moi, m'intéresse surtout parce qu'elle permet précisément de dater l'achèvement de la gravure et manifestement du tableau au plus tôt en 1686, et donc bien après la destruction de sa maison, rue Neuve des Petits Champs. Alors, premier détail, vous trouvez par exemple dans le registre supérieur de la bibliothèque à droite, ici à droite de la gravure, figure un ouvrage sur lequel est inscrit le nom de Pierre Corneille qui est mort à la fin de l'année 1684, mais surtout au pied de la poésie figure un autre ouvrage orné de l'inscription suivante, le nom d'un poète, le poète Jean Méret, mort lui le 31 janvier 1686. Même chose pour l'allégorie de la sculpture, bien connue, confiée au peintre Jean-Antoine Friquet de Vorose, connu par la gravure de Louis Cossin. Et bien dans cette gravure, vous trouvez, je le montrais tout à l'heure, vous trouvez la sculpture personnifiée, elle-même occupée à tailler un portrait du roi. La sculpture est ici environnée de différents ouvrages qui sont liés, eux, en partie aux anciennes attributions administratives de Perrault, aux anciennes commandes motivées, dirigées par Perrault. Alors vous retrouverez peut-être, pour les amateurs et connaisseurs du domaine de Versailles, bien sûr la grotte de Tétis, jadis élevée dans les années 1660 dans les jardins de Versailles, suivant un programme que Perrault se plaît de s'attribuer, a toujours tenu à s'attribuer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve également dans cette gravure d'autres détails, d'autres œuvres, l'évocation d'autres chantiers beaucoup plus actuels, comme par exemple ici le bosquet de la colonnade qui a été édifié à partir de 1685, que vous voyez ici, édifié à partir de 1685, donc après toujours l'expropriation de sa maison près de l'actuelle place des Victoires, et surtout ici la statue de l'hiver de François Girardon, installée précisément en 1686 dans le parterre nord. Donc, vous pourriez, je dirais, m'objecter la remarque suivante, ces deux allégories, la poésie et la sculpture, n'étant connues que par la gravure, que par les estampes du recueil, leurs inscriptions et ces détails que je pointe ici pourraient n'avoir été ajoutés qu'à posteriori
à l'heure vraiment de la gravure du recueil. Alors, c'est tout à fait recevable, mais toutefois, je dirais que la parfaite conformité des 4 tableaux identifiés ou apparentés au décor dont je parlais, la conformité de ces tableaux avec les estampes qui ont été publiées dans le recueil en 1690, eh bien cette conformité incite à écarter cette objection. En effet, si vous prenez, si l'on revient sur le seul tableau jusqu'alors ici conservé, l'éloquence, l'allégorie de l'éloquence du musée de Brest, vous voyez que ce tableau reproduit, donc la gravure de ce tableau reproduit extrêmement fidèlement par l'estampes et reproduit extrêmement fidèlement par l'estampes du recueil. Outre ce tableau, j'évoquais celui d'Antoine Coipel, l'allégorie de la musique, récemment passé en vente chez Sotheby's, tableau dont, une fois de plus, l'estampe du recueil, vous le voyez, reprend strictement l'invention au moindre détail près. Autre œuvre, donc ce Tondo de Charles de la Fosse, représentant Apollon et les Muses, réapparu en 2003 lors de la vente du mobilier de l'hôtel Oettinger, et dont la composition, vous le voyez, est à nouveau rigoureusement similaire à la gravure du recueil, si ce n'est que le tableau a été redécoupé a posteriori. Et enfin, dernière œuvre, j'ai pu identifier dans un ancien catalogue de vente de la collection Villanova tenue en 1929, un tableau circulaire de Louis de Boulogne représentant Minerve et dont le dessin, vous voyez, tableau dont le dessin, l'invention, est encore strictement identique à la gravure de recueil. Alors qu'est-ce que l'on peut en déduire ? Eh bien que 4 gravures étant strictement identiques au tableau aujourd'hui repéré du décor, il est fort probable que l'édition gravée en 1690 n'ait pas opéré d'ajout. Et en conséquence, la datation à partir de 1686 des allégories de la sculpture, de la poésie, mais vraisemblablement des autres tableaux du décor, me semble tout à fait pertinente, à l'exception, on y reviendra peut-être de la discussion, du tableau de la peinture achevé forcément avant la mort de Audran en 1684. Alors si je récapitule, parce que c'est vraiment, je vous livre l'enquête qui parfois, en tout cas pour moi, était complexe à mener, et qui peut être complexe à percevoir lorsque je vous la livre. Si je récapitule, l'iconographie donc du décor de Perrault autorise d'une part, selon moi, à dater non plus entre 1680 et 1683, à l'époque où il est à la surintendance des bâtiments, ce décor, mais le dater entre 1686 et 1690, date de l'achèvement du recueil, dater de l'exécution finale de la commande, et d'autre part, cette datation autorise bien sûr à affirmer que ce décor n'a pas été installé dans la rue Neuve des Petits Champs, détruite pour établir la place des Victoires, mais que ce décor a été installé dans la nouvelle demeure, l'une des nouvelles demeures de Perrault, qui vous concerne directement, à savoir l'une des 3 maisons contiguës que Perrault a acquises à partir de 1685 dans le faubourg Saint-Jacques, place de l'Estrapade, qui correspondent, suivant les recherches d'Alexandre Gady, 3 maisons contiguës, donc pour laquelle, ça je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que ces 3 maisons contiguës se trouvent rive sud de la place, anciennement au 24, 26, 28 rue des Fossés Saint-Jacques, emplacement aujourd'hui détruit au début du XXe siècle et remplacé par un immeuble qui occupe aujourd'hui, pour le situer très précisément, la place des numéros 24 et 26, place rue des Fossés Saint-Jacques. Alors, ce dernier point, je dirais, de l'enquête, peut-être anticipe une nouvelle question, à savoir, et qu'on est en droit de poser. On pourrait facilement remarquer que ce léger déplacement de la chronologie d'exécution du cabinet est en soi finalement assez dérisoire, voire anecdotique, à savoir que sont 6 années, de 83 à 86 à 86 à 90, que sont ces quelques années dans le vaste champ d'existence de Perrault, dans le vaste champ d'action de Perrault. Je suis d'accord a priori, mais en réalité, cette nouvelle datation éclaire, il me semble, la véritable ambition du décor, la véritable ambition aussi de sa gravure
en 1690 en décentrant le débat. Nous voici, pour moi, il s'agit ici d'un décor dont le propos n'est absolument pas, à l'égal des chantiers de Versailles, de glorifier le prince venant d'un administrateur zélé, mais voici au contraire un décor qui renvoie à une autre histoire personnelle de Perrault, à une autre histoire personnelle de son commanditaire, que je précise très rapidement. À partir, donc je le disais, de 1683, Perrault est écarté des bâtiments du roi, il est écarté de l'administration du roi, il n'est plus le membre influent qu'il était de l'administration, et d'autre part, cette nouvelle datation permet, de manière corollaire aussi, de relier ce décor à un autre contexte, donc personnel, politique bien sûr, mais aussi à un autre contexte intellectuel, spécifique et daté, à savoir le moment décisif où Perrault s'engage résolument, en tout cas de manière très militante presque, dans la querelle des anciens et des modernes. La date précise étant 1685, on le sait, 1685, coïncidant avec donc l'installation route d'Estrapade, vraiment l'accélération du programme, enfin la fin de la définition du programme iconographique, et surtout 1685 étant aussi la date du privilège avoué désormais du roi pour les anciens à l'encontre des modernes, 1685, étant l'année où Louvois fait rentrer Racine et Boileau à la Petite Académie et Perrault est obligé de céder sa place. Alors voici un nouveau contexte, une nouvelle histoire personnelle, un nouveau lieu même géographique qui, il me semble, éclaire tout entier l'ambition de ce recueil. Pour clarifier, je dirais, ce nouveau contexte et même établir, je dirais, la contiguïté des choses, il est assez remarquable de voir que à supposer que l'on accepte cette chronologie, l'achèvement du décor à partir de 1686, la réalisation du décor, l'exécution, et l'achèvement du décor à partir de 86 jusque sa gravure en 90, cette initiative va de pair avec, je le disais, une posture fermement affirmée par Perrault, l'engagement résolu dans la querelle des anciens et des modernes, et qui s'accompagne de gestes très ciblés, outre la commande de ce recueil et de ce décor. Quels sont ces gestes ciblés ? C'est la publication de textes essentiels aujourd'hui dans l'histoire de la querelle des anciens et des modernes, et que je nomme ici 87, Premièrement, premier pavé dans la mare, je dirais, jeté en faveur des modernes, à l'Académie française même, c'est l'année où Perrault, jusqu'alors très timide, vraiment certes partisan des modernes, mais absolument pas engagé dans cette querelle, en 87, il lit devant l'Académie française, le 27 janvier 87, son poème « Le siècle de Louis le Grand », dans lequel il saisit les armes, donc contre Boileau, contre la nomination de Boileau et de Racine à la Petite Académie, et contre le privilège dont les anciens jouissent désormais officiellement. 87, un poème dont résulte l'année suivante, donc tout s'accélère, en 88, publication du premier tome du Parallèle des anciens et des modernes, dans le titre de l'ouvrage paraît de lui-même. Premier tome suivi en 1690 du second tome, donc soit l'année même de l'édition par le même Perrault du recueil gravé du cabinet qui m'intéresse. 2 ans plus tard, 1692, Perrault achève le tome 3 du Parallèle des anciens et modernes, et en 1696, comme pour épuiser toutes les manières possibles de défendre son parti des modernes, jusqu'alors on a vu, il a œuvré à travers un poème, lui à l'Académie, il a livré un essai théorique en 4 tomes, le Parallèle des anciens et des modernes, il a commandé un décor, publié un recueil, il ne restait que la voie biographique, et c'est ce qu'il mène pour, je dirais, clore ce chapitre en 1696. Il donne au débat une consistance littéralement biographique en faisant paraître son ouvrage en 2 tomes, Les hommes illustres, qui ont paru en France pendant ce siècle, pendant le siècle des modernes, et ceci avant que ne paraisse l'année suivante le dernier tome,
du parallèle, des anciens et des modernes. Alors, cette liste, je dirais, d'initiatives très rapprochées de Perrault parle d'elle-même. On voit ici l'action d'un homme qui a été, comme il le dit lui-même dans ses mémoires, a posteriori, qui est rendu disponible, c'est-à-dire qui a du temps et qui a du temps et donc qui se livre à cet exercice de réflexion théorique et très polémique sur vraiment la condition moderne et surtout le mérite des modernes par rapport à cette transcendance du génie des anciens clamé par Boileau à l'Académie. Donc cette liste parle d'elle-même. On voit ici que le chantier du cabinet physique et la gravure du recueil s'inscrivent dans un contexte polémique extrêmement fort, mais je dirais que ce qui relie l'achèvement du cabinet et son édition à ces publications que je viens de mentionner, c'est pas simplement une conjonction de dates, mais lorsqu'on prend le temps en fait de relire ces différents textes, ce que je n'avais pas fait jusqu'alors, eh bien on constate sans mal que le cabinet des Beaux-Arts de Perrault et le recueil, dans son explication dont je vous parlais, eh bien partagent avec chacun de ses écrits, le poème, le parallèle, les hommes illustres, biographie, eh bien que le cabinet de Perrault partage avec chacun de ses écrits non seulement le même argumentaire très général, hein, on le sait, en faveur d'un progrès de la civilisation moderne, c'est bien connu, mais surtout chacun de ses œuvres visuelles, artistiques, biographiques, théoriques ou encore poétiques, chacune de ces œuvres, eh bien, lorsqu'on rentre dans les détails, eh bien, ressasse les mêmes formules très précisément au mot près, comme par exemple la formule « faire honneur à son siècle », que je vous disais tout à l'heure, « faire honneur au temps présent », formule littéralement ressassée dans chacune de ces publications, le cabinet des Beaux-Arts compris. On constate exactement aussi d'un ouvrage à l'autre, qu'il soit visuel, artistique, poétique, biographique, on constate systématiquement les mêmes références déployées pour soutenir l'argumentation. Par exemple, ce sont exactement d'un ouvrage à l'autre les mêmes panthéons d'artistes modernes, constitués et célébrés. C'est toujours le même éloge à Corneille, Lebrun, Lully, Claude Perrault, bien sûr, son frère, architecte. Ce sont toujours les mêmes chefs-d'œuvre acclamés, la tragédie Cinna, la colonnade du Louvre de son frère, la manne de Poussin, etc. Ce sont toujours même les mêmes prouesses techniques saluées, le système hydraulique approvisionnant Versailles, la rationalisation de la langue française, etc. Donc un même argumentaire en fait déployé sous différents moyens rhétoriques. Et plus spécifiquement enfin, ce sont toujours les mêmes accents mis sur l'argumentation technique. Et c'est là où, c'est-à-dire c'est toujours la même valorisation de l'argument technique et scientifique. Et c'est l'occasion de revenir sur la présence qui, pour moi, pose des questions et qui a été compliquée à élucider, mais qui vraiment donne en fait la clé de l'ambition idéologique du cabinet de Perrault. C'est la raison d'une allégorie de la mécanique et de l'optique dans ce cabinet des Beaux-Arts de Perrault. Donc, perspective scientifique et technique qui rejoint aussi le programme du frontispice du recueil. Lorsque vous ouvrez le recueil, vous observez donc une porte qui ouvre ici sur le cabinet. On observe ici simplement le début, enfin l'amorce de l'allégorie de l'optique, et cette porte, assez curieusement, est flanquée de deux allégories, l'une le génie, fort logique, mais l'autre le travail, donc une dimension technique. Alors quelle est la raison, pour quelle raison, quel est l'intérêt pour Charles Perrault d'associer, je dirais, à cette perspective de dissertation critique sur les arts, d'associer aussi l'argument technique, l'argument mécanique, l'argument scientifique? Eh bien la clé, il me semble, se trouve exactement à la même époque finalement dans la préface du premier tome du Parallèle, qui, je vous disais, paraît en 1688, exactement à la même époque, où il faut imaginer où les premiers tableaux sont achevés dans sa demeure du quartier du Faubourg Saint-Jacques. Premier tome du Parallèle, dans lequel donc il livre en introduction ce qu'on pourrait considérer comme le plan des 4 tomes à venir. Alors je lis ces termes qui en soi peuvent être a priori assez
touffu, assez obscur, mais qui finalement vraiment donne la clé du discours et de cette rhétorique de Perrault qui, sans cesse, associe à la dissertation artistique des considérations sur la technique et la science. Alors, je vous livre ces propos. Le premier des dialogues, dit-il, dans le parallèle des anciens et des modernes, se livre comme une série de dialogues en 4 tomes. Le premier des dialogues que je donne présentement, 1688, traite de la prévention trop favorable où on est pour les anciens. Le second dialogue, qui n'est pas encore paru, mais il anticipe, parle de l'architecture et de ses 2 compagnes inséparables, la sculpture et la peinture. Les dialogues suivants traiteront enfin de l'astronomie, de la géographie, de la navigation, de la physique, de la chimie, des mécaniques et de toutes les autres connaissances, où il est incontestable que nous remportons sur les anciens, pour de là venir à l'éloquence et à la poésie, où non seulement on nous dispute la préséance, mais où l'on prétend que nous sommes beaucoup inférieurs. Boileau prétend que le génie des modernes poétiques est inférieur à celui des anciens. Cette méthode, dit-il, donc cette méthode, comment on passe des arts aux sciences à la poésie, cette méthode fournira une induction très naturelle donc une démonstration, que si nous avons un avantage visible dans les arts dont les secrets se peuvent calculer et mesurer, comme la chimie, l'astronomie, la perspective, il n'y a que la seule impossibilité de convaincre les gens dans les choses de goût et de fantaisie, comme sont les beautés de la poésie et de l'éloquence, qui empêchent que nous soyons reconnus les maîtres dans ces 2 arts, comme dans tous les autres. Alors, le raisonnement de Perrault derrière cette rhétorique un peu confuse, finalement est assez simple, en tout cas très pragmatique, et une fois de plus directement opposé à Boileau dans ce contexte polémique de la faveur des anciens dont ils jouissent au sein de la cour. Eh bien, pour Perrault, contre, l'idée d'une transcendance du génie des anciens, c'est-à-dire contre l'idée d'une supériorité, éternelle du génie des anciens qui toujours surpassera le génie des modernes, selon Boileau. Eh bien, Perrault, lui, défend une conception, on a vu, moderniste, mais c'est-à-dire une conception progressiste de l'histoire, c'est-à-dire qui procède au fil du temps par accumulation des hypothèses, par accumulation des connaissances, par accumulation des savoir-faire et donc des compétences. Alors, depuis l'Antiquité, note-t-il, les sciences et les techniques ont accompli, par exemple, si on pense à la perspective, depuis l'Antiquité, la perspective, au même titre que les sciences et les techniques, ont accompli d'indéniables progrès, des progrès indéniables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mesurables, parce qu'ils sont quantifiables, et donc ils sont totalement irréfutables. Or, l'argument technique fournit ici la preuve irréfutable du progrès des civilisations. Et à partir de cet argument technique, Perrault va opérer un passage, donc le glissement d'une rhétorique vers ce qui n'est pas démontrable, pas quantifiable, c'est le progrès du génie artistique. On ne peut pas prouver le progrès, la notion de progrès dans les arts, la notion de progrès dans les arts de l'éloquence, de la poésie, c'est ce que vraiment explicite ici très clairement, et ce que déplore ici très clairement Perrault dans le premier tome de son parallèle. Et bien plus on ne va pas le prouver, on le va par un parallèle des arts et des sciences, on va démontrer que si l'esprit humain est susceptible de progrès, ce progrès mesurable et quantifiable dont témoignent les progrès des sciences et des techniques, nécessairement a rejailli sur celui du beau et du goût. Donc c'est un parti pris, c'est son parti pris donc pour contrer la position des anciens, et c'est ce parti pris qui, évidemment, il me semble, en tout cas éclaire une partie de l'iconographie du cabinet des Beaux-Arts. C'est tout d'abord ce parti pris qui justifie qu'à côté du génie, cette notion, rétive à l'argumentation théorique, absolument pas quantifiable, on ne peut pas raisonner le génie, on ne peut pas le clarifier, l'expliquer, eh bien il associe à cette valeur fondamentale de son discours la notion de travail qui renvoie bien sûr à l'idéal technique, lui, progressiste, quantifiable, mesurable. Et c'est la raison pour laquelle aussi, à ces 6 allégories des arts et des sciences, il associe bien sûr 2 allégories des sciences et des techniques, l'astronomie et l'optique. Alors, pour la mécanique, et l'optique.
Alors pour récapituler et conclure, je dirais que en 1690, la gravure du cabinet des Beaux-Arts, plus qu'un éloge finalement du roi, dans cette perspective, dans ce nouveau contexte et politique et personnel et polémique, on voit bien que l'achèvement du cabinet, comme sa gravure, ne vise absolument pas simplement l'éloge du prince. Elle se positionne contre et par rapport à une actualité ciblée, le privilège des anciens auprès des rois. Mais je dirais que à cette actualité, il faut finalement en associer une autre, elle aussi décisive, et c'est dire la richesse de cette iconographie, une autre actualité, elle aussi décisive, dans l'élaboration du programme du décor. Cette actualité, c'est celle toute personnelle de la situation de Perrault, à savoir celle de la disgrâce dans laquelle se tient Perrault depuis 1683, et face à laquelle il entend désormais agir en célébrant dans son décor, comme il le fait finalement dans son parallèle des anciens et des modernes, eh bien, en célébrant une autre modernité, une modernité plus personnelle, plus ciblée, à savoir celle de la politique des arts qu'il a lui-même incarnée et qu'il a lui-même menée pendant près de 20 ans au sein des bâtiments du roi. Alors cette manœuvre, finalement, est évidente si l'on revient sur chacune des allégories du décor pour les observer attentivement. Je dirais que plus, autrement dit, plus que la célébration du roi, c'est la célébration de la politique monarchique, artistique monarchique qu'il a lui-même menée au service du roi, qu'opère ici Perrault. Par exemple, dans l'allégorie de l'éloquence que vous voyez ici, on observe la représentation à l'arrière-plan d'une séance de l'Académie française qui célèbre les travaux de Perrault jadis, les fameux travaux de Perrault sur la rationalisation de la langue française. Concernant la poésie, cette allégorie vante l'art de Corneille, je disais, mais aussi, non seulement son nom est inscrit sur un recueil, mais une scène de Cinna est figurée à l'arrière-plan, et ce faisant aussi, bien sûr, Perrault vante la vocation première, ce qui est sa vocation première, la poésie. Dans l'allégorie de la musique personnifiée lève le rideau sur la représentation d'une tragédie lyrique avec Deus ex machina, mais voici une évocation, donc la tragédie lyrique française à l'époque du Lully, qui rappelle bien sûr le soutien politique que Perrault lui-même a apporté à Lully, et donc le soutien indéfectible qu'il a apporté à l'établissement d'une Académie royale de musique, qui est en partie l'œuvre de Charles Perrault. Dans l'allégorie de la peinture, certes la peinture travaille un portrait emblématique du roi Louis XIV, mais surtout la peinture désigne du regard, et donc son invention, son intention s'oriente vers un ouvrage. Quel est cet ouvrage? Un ouvrage théorique. Cet ouvrage est nul autre que le poème didactique La peinture du même Charles Perrault, publié jadis en 1688. Dans l'allégorie de la sculpture, tout occupée au portrait du roi, cette allégorie célèbre surtout et avant tout les attributions de Perrault au sein de la Petite Académie, comme je le disais, à savoir depuis la composition, il appartenait à Perrault, notamment dans la Petite Académie, de composer les devises pour les médailles, pour l'histoire métallique du roi, ce que représente ici en partie la gravure, et jusqu'à la conception aussi des programmes sculptés des jardins de Versailles. Enfin, dans l'optique, figurant l'observatoire construit par son frère Claude, eh bien, l'optique rappelle toute son application dans la défense des travaux de l'Académie des sciences. Donc en somme, je dirais, dans ce recueil, dans le décor et ce recueil, le portrait de l'apogée de la civilisation moderne conçue par Perrault rend moins hommage au monarque, comme on a pu le dire, qui ne matérialise, je dirais, la conscience toute contemporaine d'un homme qui entend justifier, 3 ou 4 ans après la disgrâce, les mérites de son action auprès de Colbert. Et donc en ce sens, ainsi,
Perrault lui-même, dans ses mémoires a posteriori, Perrault lui-même a présenté, je dirais, l'entreprise du parallèle des anciens et de modernes comme la volonté de dire sérieusement ce qu'il avait eu l'occasion de dire en vers dans son poème Le siècle de Louis le Grand. Eh bien, on peut considérer que le décor peint puis gravé de son cabinet semble énoncer exactement le même message, cette fois-ci en images, avant que les hommes illustres le déploient en autant de biographies. Je vous remercie. Après cette démonstration époustouflante, je pense que nous aurons quelques questions à poser à Marie-Pauline Martin. Qui veut prendre la parole? Monsieur, vous voulez? Monsieur. Je n'ai pas commencé. Vous avez fait une longue introduction sur les datations et vous avez fini par conclure 86, 90. Oui. Pourquoi vous n'avez pas commencé par 84? Parce que on sait apparemment d'une façon officielle qu'un des peintres est mort en 84. Alors c'est une très bonne question. Voilà, il fallait. Et il y en aura d'autres. Voilà. Alors c'est la très bonne. Bon, après, l'enquête est énorme et colossale et les pistes ouvertes. Alors c'est la très bonne question. Audran, alors en résumant, je pense que la commande de ce cabinet a procédé en deux temps. L'initiative, l'idée de ce cabinet date effectivement de l'époque, tout début des années 1680, où il travaille à la surintendance des bâtiments, et même a posteriori, un des historiographes du roi, qui s'appelle Dubois de Saint-Gelais, a rapporté qu'il avait eu l'idée de faire un cabinet sollicitant différents peintres de l'académie avec lesquels il travaille, sous la responsabilité de Audran. Donc Audran aurait été celui qui avait la charge, peut-être soit de l'iconographie, de tout ou partie du cabinet. Audran décède en 1684, surtout les nouvelles de l'expropriation arrivent en 1683, et pour moi, je dirais, le seul Audran a achevé son tableau. Voilà. Ensuite, deuxième temps, donc c'est le temps, la disgrâce 83, l'expropriation, la mort d'Audran, la réinstallation 85 à l'Estrapade, le privilège officiel accordé aux anciens, le début de la polémique dans laquelle il s'engage, et là, donc, le chantier, deuxième période du chantier, dans laquelle il connaît de la phase de la conception et d'achèvement d'un premier tableau par Audran, on en vient à la phase vraiment de l'exécution, de la finalisation. Donc, élargissement du programme iconographique à 11 peintres, redéfinition aussi de l'iconographie, on l'a vu, 4 tableaux présentent des détails qui datent au moins à partir de 1686, la réflexion sur l'iconographie, et achèvement, je dirais peut-être vers 1688, pour être 89 pour une gravure en 1690. Mais effectivement, et alors ce qui conforte donc, je dirais, ce qui vient soutenir cette hypothèse, ce qui la rend, il me semble, très probable, c'est que le seul tableau qui présente il faut que je revienne, le seul tableau qui présente une évocation, une allusion figurée à l'Antiquité, c'est la peinture. À savoir, vous le voyez ici, à travers ces dessins de l'Apollon, de différents ordres antiques. Donc nous sommes au début des années 1680. Comme je le disais, Perrault, quoi qu'il ait toujours eu une sympathie pour les modernes, n'a jamais été absolument engagé dans une querelle forcenée qui défendrait absolument les modernes contre les anciens. Lui-même, dans son poème, la peinture faisait relativement une synthèse par moment. Donc, début des années 80, ce projet n'est absolument pas polémique. Et tous les autres tableaux connus par la gravure, et d'ailleurs il s'en explique dans son commentaire du recueil, son principe iconographique, c'est d'exclure toute évocation de l'Antiquité. Il n'y a absolument rien qui,
qui ne précède le XVIIe siècle. Dans l'iconographie, vous avez vu très fouillé, très détaillé, des 10 autres panneaux. Donc ce qui vient en plus soutenir, je crois qu'il y a une première conception sous la responsabilité d'Audran, un tableau achevé, la peinture, relativement conciliant vis-à-vis des anciens, et deuxième phase de l'exécution, là vraiment farouchement moderniste. Dans votre conception, dans votre thèse, dans votre thèse, c'est forcément lié à la querelle des anciens et des modernes, la conception de Perrault. La conception de Perrault de ces différents tableaux, d'après vous, est forcément liée à la querelle, c'est ça? C'est-à-dire Puisque oui. Vous nous expliquez oui. votre chronologie en fonction de chacun des composants des tableaux. Oui. C'est donc que vous liez la conception de chacun des tableaux par Perrault à sa mise à l'écart et donc sa fonction dans la querelle de exactement. C'est ça. Voilà, il y a deux histoires, oui. Donc les autres questions que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a une littérature sur Charles Perrault à la place de l'Estrapade? Auquel cas, on saurait qu'effectivement, il y a eu ces... Parce qu'il y a deux choses dont vous n'avez pas parlé, par exemple, il peut très bien y avoir... c'est très très long, la conception de 11 tableaux par 11 tableaux différents. Rien n'indique qu'ils peuvent l'avoir fait d'une façon simultanée, donc ils peuvent l'avoir fait sur plusieurs mois, même voire plusieurs années. Totalement. Et puis en plus, après, la conception du plafond lui-même, c'est deux choses. Le montage. Le montage peut très bien être postérieur, donc dans les dates dont vous parlez. La conception dans la première partie, etc. Donc, est-ce qu'il y a une littérature là-dessus? Non. Alors sur je finis mon articulation. Est-ce qu'il y a une littérature sur le projet d'installer la place des Victoires? Et si oui, à partir de quand? Avant, je parle de l'expropriation. Parce que s'il y a une littérature, il n'engagerait pas les nouveaux travaux pour une maison qu'il saurait qui est vouée à la démolition. Tout à fait. Donc pour lui, c'est relativement inopiné si c'était conçu pour la place des Victoires. Tout à fait. Alors que par contre, dans les nombreuses années qu'on suivit, on pourrait savoir le devenir de ces tableaux. Et dans l'hypothèse où s'il l'a conçu pour la place des Victoires, ça expliquerait pourquoi la plupart des autres ont disparu. Ça pourrait expliquer. Non, il ne l'a pas conçu. Enfin, le projet a émergé à l'époque où il réside rue Neuve des Petits Champs. Mais le projet n'a absolument pas été finalisé. Ça, en tout cas, je dirais, seul celui d'Audran, pour moi, a été livré. Parce que c'était lui. Voilà. Alors, en ce qui concerne la littérature, pour l'emplacement exact des 3 demeures vraiment des Perrault, ça, je vous renvoie à une note parue dans... Je l'avais justement, je l'ai sorti. Une note parue dans la commission du Vieux Paris, par Alexandre Gady sur, vous voyez, les maisons de Claude et Charles Perrault, notamment avec tout un paragraphe qui s'appuie sur vraiment des documents d'archives très bien analysés par Alexandre Gady. En ce qui concerne la littérature sur vraiment les différentes datations de la commande, en fait, toutes les études jusqu'alors ont associé la commande et du coup l'exécution et voire le montage des panneaux à la première phase, donc à 1680-1683, tout en soulevant ces problèmes que vous mentionnez. Il n'aurait jamais eu le temps. Il aurait été averti dès 83, et donc ce qui a conduit des historiens, je dirais, formidables comme Schnapper à douter même de l'existence donc je dirais, face à toutes ces contradictions, voilà, on en est venu à douter de l'existence, de l'achèvement. Surtout, il ne restait plus qu'un seul tableau, ça ne fonctionnait pas, et je pense qu'en fait, si ça ne fonctionnait pas, c'est juste que le projet a été avorté par la disgrâce, par un contexte à la fois personnel, une expropriation, la disgrâce, je dirais une reconversion totale, et le projet redémarre à partir forcément après 86, sinon il n'y aurait pas au moins 4 tableaux qui portent des détails postérieurs à l'année 86. Ce qui veut dire que la première gravure que vous avez montrée avec l'ensemble est une vue de l'esprit. Par contre, est-ce que ça a été monté ou non à l'Estrapade, ça je ne peux pas vous dire. Ça a été exécuté, finalisé, forcément les 11 tableaux avant la gravure en 90. Quand est-ce qu'il a été monté?
et démonté. Ça, impossible de savoir. Ce qui est très curieux, ce qui est vraiment très curieux, c'est qu'il publie, il achève ses mémoires en 1702, et absolument, autant il évoque beaucoup vraiment la disgrâce, toute cette période, le temps rendu disponible, vraiment les anciens, Boileau, tout son travail vraiment de repositionnement là, essentiellement théorique, et à aucun moment, il n'évoque aucun moment. Donc ça, voilà. Autre question. Peut-être qu'il n'en parle pas parce qu'il pense que les gravures ont pérennisé au moins cette œuvre. Oui, et pourquoi ne même pas évoquer alors la gravure, le recueil, même pas le recueil, il n'évoque même pas le recueil. Oui. En tout cas, contrairement à tout ce qui se faisait à l'époque à Versailles dans les hôtels particuliers, toutes ces peintures sont apparemment peintes sur toile et marouflées. Tout à fait. Heureusement d'ailleurs, tout à fait. Sinon, elles auraient disparu avec l'hôtel, mais également celles d'Audran auraient disparu de la même façon. Oui, tout à fait. Et là, elles ont été marouflées, donc, oui. Probablement. Et on en retrouvera d'autres, probablement. Exactement. Enfin, voilà. Là, il est vrai que c'est vraiment par hasard, hein, cette mise à jour vendue chez Sotheby's. Je ne sais pas quelle institution l'a acquise. Malheureusement, ce n'est pas le Louvre qui a acquis la musique de Coppel. Mais là, donc, on a la certitude aujourd'hui irréfutable que ce décor a existé, qu'il est postérieur, et d'autres réapparaîtront. Il y a aussi, donc maintenant on a Minerve, Apollon, la musique, l'éloquence, et très certainement, comme vous dites, d'autres réapparaîtront. Et enfin, sur Perrault lui-même, il y a un article très intéressant sur les débuts, on pourrait dire, de Perrault et la Petite Académie. C'est cet article d'un Américain qui s'appelle Thomas Sedin. Oui. Sur un des tout premiers programmes de Versailles de sculpture en pierre à cette époque-là, qui montre des satyres, des dryades, etc. Et que Redin attribue la conception à Perrault, où il fait triompher l'esprit burlesque. Ah oui. Vous connaissez ça? Non. Alors, il a été publié dans Arbeltine, mais après ça, traduit dans Versailles. D'accord. Comment? Charles. Enfin, Claude est toujours à côté. Toujours. Claude, toujours. Dans tous les... Toujours. Oui, tout à fait. Oui, non, alors ça, non. D'autres perspectives aussi sur toute la formation de Perrault dans sa jeunesse. Tout à fait. Alors relayé, moi je sais que Marine Leblanc très récemment a fait paraître un article sur aussi Charles Perrault à la Petite Académie, sur lequel je me suis tenue, mais ça, oui, je devrais le consulter. Et effectivement, lorsque vous évoquiez Claude, là même, mais donc on peut tirer, en fait, on tire et on ouvre des tiroirs à la fois très importants. Quel est l'enjeu de ce décor? Se positionner par rapport au roi, à la cour, aux anciens. Mais également, je dirais, affirmer donc sa propre politique culturelle qu'il a lui-même menée pendant 20 ans. Mais lorsque l'on sait que Claude Perrault aussi décède en 1688 et qu'il n'y a pas, je dirais que toutes les gravures sur les sciences, l'architecture, le plus possible, et les textes font l'apologie, en tout cas des œuvres attribuées, parce que ça a été contesté à Claude Perrault, il a tout lieu de croire aussi que c'est aussi un tombeau, c'est un monument à la gloire des Perrault, des Perrault au sens large. Remercions Françoise de la Moulin de cette intervention. Monsieur, vous avez demandé la parole. J'ai trois questions. Oui. Petite d'abord. Dans l'allégorie de la mécanique, oui. C'est bien la colonnette du Louvre qu'on voit. Exactement. Claude Perrault. Ça abonde votre Claude Perrault, exactement. Le roman familial la deuxième est une question purement technique. Est-ce que dans les toiles qui ont été retrouvées, on a des traces d'un agrandissement des toiles pour passer de l'ovale tout à fait au rectangle? Très bonne question. Alors là, donc c'est bien que j'ai mon ordinateur que je vous montre. Dans l'article, formidable, dans un des premiers articles attendez, je vais vous montrer. Cabinet des Beaux-Arts, iconographie.
Cabinet des Beaux-Arts, l'éloquence. Voici le avant-restauration. Voilà, voici avant-restauration, voilà. Avant Restauration, le tableau que publie Antoine Schnapper dans un article, c'est vraiment un des pionniers des recherches sur le sujet. Par contre, le seul défaut mais qui était posé par l'évidence des datations, ça a été de se circonscrire à la période 80-83. Mais sinon, il a publié Avant Restauration ce tableau de Brest et qui montre l'inscription dans le voilà. Merci. Ma dernière question porte davantage sur l'interprétation. Votre démonstration qui est magnifique. Je voudrais revenir sur un point qui est celui de la représentation directe ou indirecte de Louis XIV. Oui. Tout prêt à adhérer à votre chronologie et au changement d'interprétation. Ce n'est plus un fonctionnaire qui rend hommage au monarque de son maître. Pas seulement. Je crois aussi que c'est. Je crois aussi à l'idée que c'est davantage l'action culturelle du gouvernement et des institutions de Louis XIV qui sont évoquées. Tout à fait. Et je pense aussi qu'il faut replacer l'ensemble dans la perspective qui est celle du poème Le siècle de Louis le Grand, dans lequel le siècle de Louis le Grand est du seul fait que c'est le siècle actuel, le XVIIe siècle, l'incarnation de la modernité. Tout à fait. Par rapport Il résume un siècle tout entier. Vous êtes tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas simplement l'éloge du roi. Disons que ce n'est pas la politique artistique d'un zélé suivant, je dirais, le mode iconographique défini comme à Versailles au même moment. Mais il ne peut pas faire l'économie. Moi, vous avez tout à fait raison. Le roi est omniprésent. Et même, il faut se poser la question, pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'enjeu de décrire le siècle de Louis XIV, les hommes, pardon ? De Louis le Grand, oui. Quel est l'enjeu de publier les hommes illustres, de tous entiers, tous tournés aussi vers la gloire du monarque, sachant quel est l'enjeu de faire graver ce recueil en 1690, qui est l'année de la mort de Lebrun, directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Quel est l'enjeu après la disgrâce, l'isolement qu'il note très précisément et qu'il commande dans ses mémoires? Quelle est sa stratégie? Alors, elle n'est pas simplement le plaisir de l'esprit d'adopter soudainement, subitement, un plaisir à débattre théoriquement la position des modernes. Est-ce qu'il n'y a pas stratégie derrière, je dirais, voilà, et donc, il justifie aussi que le roi, effectivement, soit aussi présent, mais pas comme seul, je dirais, point focal du discours. Vous avez raison, hein, j'ai peut-être caricaturé. Le roi est omniprésent, mais c'est lui, sa politique, en tout cas Colbert, n'est jamais mentionné dans les 50 pages du recueil. Et c'est le siècle. Oui, et c'est le siècle. C'est vraiment une perspective opposant les temps modernes, incarnés finalement par Louis XIV, Tout à fait. Sauf que le passé est aussi la Oui. D'autres questions? À propos de l'allégorie de la sculpture, où on voit très bien à droite, au fond, le groupe de la grotte de Tétis, comme vous l'avez dit, probablement servi par les nymphes, qui est très important, parce que d'abord, Perrault, en tant que c'est lui qui en a eu l'idée avec son frère, bien que Lebrun a repris les dessins, etc., et que ça a été exécuté par Gérardmer. Et d'autre part, c'est la première fois avec ce groupe qu'on connaît maintenant, il a changé de destination, mais c'est la première fois qu'on va sculpter à Versailles un groupe en marbre, avant il n'y avait même pas encore de statue, c'était la pierre plutôt, et que par là, Louis XIV, c'est en 1665 que ça démarre très 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 tôt. Il entend démontrer qu'en France, on est capable de sculpter des groupes comme les antiques ont su le faire avec des grands groupes célèbres, les David, Théodore Farnell, etc. C'est le premier groupe sculpté qui affiche la modernité
de la politique artistique de Louis XIV, en fait. Oui, merci pour cette remarque. Oui, c'est vrai. C'est un argument qui me plaît, en tout cas. Et, oui, vous avez raison. Et même pour les questions de l'attribution, qui va dans le sens aussi vraiment d'une auto-valeur, enfin d'une volonté d'auto-célébration. Vous avez tout à fait raison de souligner que, comme ce que vous mentionniez, la colonnade du Louvre, il y a aussi l'arc Saint-Antoine dans l'architecture, il y a l'observatoire dans l'astronomie, et il y a ici la grotte de Tétis, et qui sont autant de chantiers dont la paternité à Claude et ou Charles Perrault ont été contestés de leur vivant. Et donc le fait d'introduire ici visuellement dans les gravures et d'attribuer soit à lui-même, à Charles en tant que concepteur iconographique, ou à Claude en tant que constructeur, procède toujours de cette même volonté, c'est à faire le monument, pas simplement de la modernité, bien sûr celle de Louis le Grand, mais aussi d'une célébration toute personnelle. Et qui ne va pas du tout à l'exclusion de l'autre. Hein. C'est en ça que je dis que le programme est d'une richesse très... Donc il y a aussi volonté d'introduire dans les images des œuvres dont la paternité ont été contestées. Oui, une question concernant Minerve. Vous avez dit que Minerve existait, mais qu'il n'était pas localisé. Comment fait-on pour savoir qu'un objet existe sans savoir où il est? Tout à fait. Voilà, il n'est plus... Alors vous avez raison, mais là aussi j'aimerais pouvoir vous répondre. C'est qu'on tombe dans un catalogue de vente, on trouve dans un catalogue de vente ancien de 1929, par chance pour cette époque illustrée et bien illustrée, une reproduction avec dimension d'un tableau, et qui donc a été vendu, et à partir de cette vente on en a perdu à nouveau la trace. Et ça, donc, mais la reproduction atteste que ce tableau a perduré et qui aujourd'hui, voilà. Il y a une autre question en ce qui le domicile, oui. Le Perrault. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on a il a été détruit quand même? 20e, quartier de l'Estrapade, à l'Estrapade, oui, début 20e siècle. 20e siècle. On a des illustrations, des images, on a l'information dessus sur le local où les peintures ont pas été. Voilà, en tout cas à l'époque où il est. Donc ce que publie, donc là je vous invite à voir, donc c'est ce bulletin de la commission du Vieux Paris. Voici ce que nous dit Alexandre Gady. Ces trois maisons étaient situées presque à l'angle de la rue des Postes, ce qui explique qu'il n'existe pas d'angle, un prolongement, que leur adresse soit parfois indiquée dans cette dernière rue. On peut les identifier avec les anciens 24, 26, 28 rue des Fossés Saint-Jacques, bien visibles sur le plan Passereau, mais ces maisons ont malheureusement été détruites au milieu du XXe siècle pour faire place à de grands immeubles d'habitation fort laids, 24, 26 actuels. Voilà, donc je ne me... Il y a un gros délai entre 1685 et le milieu du XXe siècle. Fait. Que sont devenus les tableaux, les plafonds? Alors là... S'ils étaient là. Tout à fait. Après, donc, est-ce qu'ils ont, comme disait François de la Mouraire, donc ils sont déplaçables du fait de leur matérialité sur toile. Alors comment comprendre, par exemple, donc Christine Gustin-Gomez, qui est vraiment la spécialiste de Charles Lafosse, a publié dans sa monographie en 2003, je crois, ce tableau de Charles Lafosse, réapparu donc qui est toujours en place dans cet hôtel, mais qu'on a pu photographier parce qu'il y avait la vente du mobilier de l'hôtel. Ce tableau aurait-il, donc là il est impossible d'aller vérifier, mais en tout cas grosso modo les dimensions concordent, ce tableau aurait-il justement été transporté à quelle époque, milieu 19e siècle, transporté, redécoupé. Voilà. Ça, là, par contre, je n'ai aucune... mes recherches se sont arrêtées là aussi. Voilà, pour le moment. Non. On n'a absolument aucune trace après. Ouais. Pardon, excusez-moi.
Alors ça, je ne savais pas. Ça, vous m'apprenez. Voilà. C'est vrai. Et ils auraient, vous pensez, des archives Ah, ben alors ça, je ne savais pas du tout. Oui. Ça, merci. Donc, ils travaillent, vous me dites ? D'accord, oui. Mais alors, j'aurais pas... Atelier de restauration ? Oui. Excusez-moi. Oui. La question, c'était... Oui, ils ont un atelier de restauration. Restauration. D'accord. Les ferronneries et les portes de Valenciennes et des châteaux. D'accord. Ils travaillent en Touraine et ils sont justement pas loin de la manufacture des Gobelins. D'accord. Rue Rubens, vous me dites ? Oui, je pense que c'est rue Rubens. D'accord. Au fond, il y a un petit atelier. L'atelier Perrault. Très bien. Alors, je ne savais pas. Merci. Oui. Merci madame. Y a-t-il d'autres questions de notre... Toute cette allégorie sur l'entrée de... Il y a un élément à gauche et à droite, ça vous l'avez dit, mais ça va échouer à droite. Le génie et le travail. Pourquoi le travail ? Ce qui est absolument inédit. Pourquoi ? Et donc ça, je pense que c'est vraiment, c'est dans l'horizon d'intellectuel dans ce système d'approche intellectuelle du progrès qui construit dans ces années 86-90, le progrès des sciences est là pour prouver le progrès de ce qui n'est pas quantifiable, c'est le beau et le goût. Et donc pour moi c'est cette dualité, parce que pourquoi alors le génie et le travail, je veux dire là toutes les études sur le sujet ont esquivé la question. Pourquoi l'allégorie de l'astronomie et de l'optique? Bon, certes il y a les travaux sur les sciences de Claude, mais pourquoi associer les arts aux sciences, hein, cette perspective encyclopédique qui ne prévaut pas encore à cette époque? Pourquoi le génie et le travail? Et là je pense qu'en fait le plan énoncé dans le premier tome du parallèle le dit, c'est une méthode d'induction très naturel, comme il dit, le progrès quantifiable des techniques prouve le progrès des arts et de la poésie. En tout cas, c'est la perspective. Non ? Dites-moi. Oui. Voilà. Oui. C'est un argumentaire. Voilà. C'est un argumentaire. C'est absolument faux. Voilà. Ah oui, tout à fait. Mais il s'agit de raisonner, en fait, totalement. Les arts oui, absolument pas. Mais c'est l'argumentaire qu'il. Les Européens vis-à-vis des arts primitifs. Tout à fait. En disant qu'ils étaient supérieurs, mais non. Tout à fait. On peut le dire pour les sciences. Mais il s'agit de raisonner. C'est un argument qui est peut-être choc pour l'époque, mais qui n'est pas. Absolument. Oui, tout à fait. C'est une rhétorique. Tout à fait. Ils ne sont pas liables. Tout à fait. Oui, monsieur. Le couple génie-travail recoupe très évidemment à certains égards le couple beaux-arts techniques, le génie technique. Mais par ailleurs, il faut rappeler le travail, ce n'est pas uniquement la technique, ce n'est pas purement la technique. Boileau, le droit connu de Perrault, associe constamment l'influence secrète et le travail sur le métier. Même les classiques de l'audience, les anciens de l'audience classique ne rejettent pas du tout la part du travail dans la création artistique. C'est un juge essentiel. Oui, je pense que vous avez raison. Et là, là aussi, ça mérite vraiment approfondissement. Et je pense même que la perspective politique et royale que vous mentionniez est à étoffer même dans cette problématique. Pourquoi Apollon au centre pourquoi Apollon au centre, flanqué de Minerve et Mercure? Donc Apollon, bien sûr, le roi, et Minerve et Mercure, tel qu'il les décrit je paraphraserai mal, mais tel qu'il le décrit dans l'explication, en fait, c'est lui-même. Ce sont les besogneux, ce sont ceux qui permettent au génie solaire d'Apollon donc ceux qui forgent les programmes iconographiques, ceux qui œuvrent à la gloire du roi. Donc je pense aussi que dans cette dualité génie-travail, il y a peut-être cet argument par rapport à la querelle des anciens et des modernes, mais il y a aussi peut-être son positionnement, lui, par rapport au roi. Mais là, c'est des voilà. Est-ce que la place qu'il fait de la technique est passionnante à ce cadre? On pourrait croire que c'est un programme de philo. Oui, c'est oui. 60 ans avant l'encyclopédie, le premier tome de l'encyclopédie, oui. Oui, tout à fait.
Eh bien, je ne sais si vous avez d'autres questions à notre conférencière, mais je crois que le débat a été vraiment très riche. Et en tout cas, merci pour vos remarques. Voilà, et c'est à suivre. Donc, si vous avez des pistes, vous me transmettez ça. Et merci beaucoup à vous pour cette démonstration. Merci. Merci. Merci beaucoup. La prochaine conférence, c'est les héritiers de Perrault. Ah oui, alors il faut que je vienne absolument. C'est Ah non, c'est pas vrai. Je pensais que c'était ici. Ah oui. Non, mais je savais pas du tout. Ils vont pouvoir nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre 1685 et le milieu du XXe siècle. Mais c'est fou, ah oui. Non, mais c'est fou d'ailleurs qu'il n'y ait même pas d'études. Non, mais dans l'hypothèse où c'est à l'Estrapade, quand est-ce qu'a eu lieu le démantèlement voilà. Et pourquoi? Puisque c'est ce qui est curieux, c'est pourquoi le 19e ou 18e, alors qu'il a perduré jusque dans les années 50. C'est ça qui est étonnant. Ou alors, ça a été détruit. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de littérature? La cession à la vente de la maison, à la mort de Perrault. Comment ça se fait que, par exemple, Mérimée, tous ces gens-là ne se sont pas intéressés? C'est quand même une œuvre majeure dans les illustrations. Donc comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de traces au cours des siècles modernes? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il y a une grande beaucoup de plans. Oui, c'est magnifique. Merci. Merci à vous pour vos remarques. Votre article était déjà passionnant. Ah, mais il y a beaucoup d'autres choses à... Et il y a encore des choses. Oui, beaucoup de choses. Merci pour vos remarques. Merci à vous, Françoise, parce que c'est vous qui avez lancé l'idée. Je trouve que le numéro était pas mal, mais votre article, en tout ce numéro, était encore le plus passionnant. C'est gentil. C'est gentil. C'est vrai que l'ensemble était... Mais en plus, c'était un hasard parce que Marianne Leblanc m'avait dit réfléchis à quelque chose sur la fin du règne de Louis XIV. Qui ça? Marianne Leblanc, qui dirigeait ce numéro. Et moi, j'avais travaillé, mais justement dans cette perspective, un peu, j'avais beaucoup travaillé sur l'encyclopédie Rapprochement Arts et Sciences, et donc j'ai relu, et puis à un moment, je me suis dit, mais on s'en sort pas, c'est indescriptible. Je me suis dit, la première chose à faire, il faut le relire et tout regarder, et je me suis dit, je vais prendre chaque allégorie, et je veux savoir qu'est-ce qu'il représente, parce que même pour moi, et en identifiant, je me suis rendu compte que les dates ne collaient pas, et là, je me suis dit, à partir de ça, et en fait, si les dates, tout le propos entier changeait. Mais c'était vraiment une enquête passionnante de notre métier. Voilà. Et vous enseignez quoi? L'histoire du 18e, moi. 18e siècle, oui. C'est aussi intéressant, vous trouvez? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est très politique aussi. Voilà. Oui, merci à vous pour vos remarques. Vous avez fait passer un moment remarquable. Oh, décidément, c'était bon. C'est bien, ça me fait un exercice. C'est quoi? C'est une pièce. C'est des gravures parce que je cherchais des trucs très précis. Mais alors vos ouvrages, parce que j'ai travaillé, vous savez, à l'annotation critique des tomes des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et vos ouvrages étaient la Bible dès qu'il fallait les vies des sculpteurs, les... Pardon? Oui, enfin si. Bon, oui. Oui, voilà. Compliment mutuel. Voilà. Et vous êtes universitaire? Oui, à Aix. À Aix. À Aix, voilà. Et non, ma famille n'a pas pu bouger, donc je fais les allers-retours. Voilà. Vous enseignez à Aix? Oui, à Aix. Aix même. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Moi, chéquier. Tout ce qu'il faut. Moi, je vais voir ça.